Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici une conférence, ouais, c'est une conférence, on peut dire, une conférence, une visioconférence, une conférence à distance sur Beethoven que j'ai le plaisir de présenter pour mes amis qui ont fondé une société qui s'appelle les Amis de l'Histoire culturelle européenne et qui fonctionne quand les associations peuvent fonctionner au Château des Lumières à Lunéville avec des conférences qui ont lieu tous les mercredis. Cette association, bon, je n'y suis pas très actif, il faut bien reconnaître, parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire actuellement à l'Université de Lorraine, mais cette association, j'ai pu participer à sa préhistoire, si on peut dire, hein. Cette préhistoire, ça a été un institut d'histoire culturelle européenne que j'avais fondé grâce au soutien de Michel Dinet, qui était à ce moment-là président du conseil général, conseil départemental. Michel Dinet était particulièrement sensible au fait qu'on ait dédié cet institut d'histoire culturelle européenne à la mémoire du grand historien qu'était Bronislaw Geremek. D'ailleurs, on était en contact, on restait en contact assez longtemps, et personnellement, je suis resté en contact avec la fondation Bronislaw Geremek à Varsovie, qui fait un travail formidable pour maintenir un certain esprit européen qui était incarné par la personnalité du professeur Geremek. Bronislaw Geremek était non seulement un grand historien du Moyen Âge, un médiéviste, il avait choisi l'histoire médiévale parce que c'était une histoire qui, à l'époque de la Pologne intégrée au bloc soviétique, à l'époque de la Pologne dirigée par les communistes, l'histoire était pas mal muselée dans le sens d'un certain marxisme assez dogmatique dont on pouvait sortir plus facilement quand on était historien, quand on parlait d'époques plus reculées, en particulier du Moyen Âge, et Bronislaw Geremek avait été en partie l'élève de Le Goff, hein, donc on est vraiment dans une tradition d'histoire de grande qualité, d'une histoire qui véritablement est de l'histoire scientifique, faite de façon sérieuse, rigoureuse, mais en même temps très humaine. Et Bronislaw Geremek était en même temps un militant, un militant des libertés fondamentales, un militant qui a porté l'idée européenne en Pologne et qui a euh, permis à la Pologne d'intégrer l'Union européenne et de montrer qu'elle était une des composantes de l'histoire européenne. Bronislaw Geremek, j'avais eu la chance de le rencontrer à Nancy lors d'une conférence au théâtre, à l'opéra. Dans cette conférence, il m'avait dit il faudrait que ce que vous faites sur les cultures européennes, je parlais de musique déjà, à l'époque, vous puissiez le faire de façon plus régulière, et c'est donc pour ça que j'avais proposé cet Institut d'histoire culturelle européenne qui a changé de forme et est devenu une association des amis de l'histoire culturelle européenne. On avait ensemble fait des manifestations de grande ampleur, qui pouvaient être des congrès scientifiques, le congrès de l'Association internationale d'histoire culturelle au Château des Lumières en 2012, dans l'été 2012, mais qui pouvaient aussi être des spectacles, y compris des spectacles pour enfants, avec un babar de Poulenc, avec le pianiste Red Radoja, bon, je faisais le récitant, et puis des conférences régulières, tous les lundis, puis tous les mercredis, avec peu à peu l'idée que tout le monde pouvait parler, tout le monde pouvait s'exprimer, et que bien sûr il y avait des professionnels de la parole, il y avait des enseignants, des chercheurs, des universitaires qui parlaient de leurs travaux, des étudiants qui présentaient leur thèse en cours de fabrication, en quelque sorte. Et puis aussi, à part ces étudiants, des gens qui n'étaient ni historiens, ni enseignants, ni universitaires, ni étudiants, mais qui aiment parler, qui aiment l'histoire, qui aiment partager, qui aiment discuter, qui aiment réfléchir ensemble et progresser ensemble, hein. Donc cette habitude de faire des conférences ouvertes
a donné l'idée à quelques passionnés de poursuivre de façon associative ce que l'Institut avait fait depuis 2012, en reprenant parfois les mêmes thématiques et puis parfois en inventant d'autres choses. Et donc, je suis content de les retrouver pour cette conférence où je vais parler de Beethoven. Pour moi, parler de Beethoven, c'est pas complètement nouveau. Je l'ai déjà fait au Château des Lumières à Lunéville. Je l'ai déjà fait aussi à Senones, au Festival des Abbayes. Je l'ai fait aussi dans un magnifique ouvrage collectif dirigé par deux personnalités qui sont de grands historiens qui ont été des habitués de Lunéville, Daniel Roche, professeur au Collège de France, et Christophe Charles, professeur à l'Université Paris 1, Sorbonne-Panthéon. Dans leur encyclopédie européenne monumentale, l'article que j'ai fait sur Beethoven est à la page 1860. Et donc 2 pages sur Beethoven. J'ai repris des choses sur Beethoven dans un livre qui doit paraître, qui devait paraître en mai 2020, mais l'épidémie, bon, mais qui doit paraître je ne sais quand, bientôt, et dans lequel j'essaie de présenter Beethoven comme un génie encombrant, c'est-à-dire comme une figure dont on ne peut pas s'émanciper facilement parce que lui-même a émancipé en quelque sorte son siècle et la société européenne. Beethoven émancipateur, Beethoven homme de liberté, produit des lumières et en même temps homme de son temps, y compris musicien qui sait comment séduire les élites viennoises. Beethoven a créé une musique qui reste la grande musique de référence, qui reste peut-être le symbole même de ce qu'est la musique classique, et qui a circulé d'une façon telle que, ça et là, une petite poignée de Beethoven, quelques notes, quelques mesures, suffisent à servir de référence à tout un monde. Et donc, ce que j'ai essayé d'étudier dans ce livre, sur le génie encombrant de Beethoven, presse universitaire de Bourgogne, c'est la circulation. C'est la circulation des musiques de Beethoven, c'est la façon dont elles ont été réappropriées par les uns et par les autres. Ce terme d'appropriation culturelle pose pas mal de problèmes. Si j'ai le temps dans cette conférence, je vais essayer d'en parler parce que c'est devenu quelque chose qui est critiqué au nom du maintien d'une sorte d'intégrité qui est menacée par un pillage de type colonial. L'appropriation culturelle, ça serait une sorte de pillage postcolonial qui fait que les cultures dominées sont pillées véritablement, sont volées par des cultures dominantes. Ce qui conduit dans les universités américaines à une sorte de méfiance envers tout ce qui est folklorisme, reprise de culture, d'éléments d'une culture dominée vers une culture dominante. Par exemple, il y a des campus américains où le yoga est interdit, parce que le yoga c'est indien et que les anciens colonisateurs n'ont pas à faire de yoga. Alors ce terme d'appropriation, moi j'ai pris l'habitude de l'utiliser autrement, y compris quand des cultures dominées prennent des éléments d'une culture dominante pour mieux la remettre en cause, pour mieux remettre en cause le phénomène même de la domination. Et cette idée que l'appropriation culturelle peut être étudiée à partir de la circulation des musiques, à partir du transfert d'une musique vers une autre, je la rencontre tous les jours en travaillant. Je la rencontre suffisamment pour que, depuis que j'ai fini mon manuscrit sur Beethoven, je me heurte en quelque sorte à des exemples en me disant « Ah, si j'avais su, je l'aurais mis dans mon livre ». Mais c'est inévitable quand on fait de la recherche. C'est inévitable de se dire que cette recherche n'est pas terminée et qu'il faudrait faire des additifs, des appendices divers pour pouvoir terminer une recherche qui n'est jamais finie, et heureusement. Et donc là, sur Beethoven, quelle a été ma surprise quand j'ai découvert qu'un grand chanteur égyptien des années 1950, a enregistré